je vous expliquais un petit peu notre organisation. Donc je déroule rapidement et j'en étais à ce point-là, je pense le point en fait le plus important, puisqu'en fait c'est vraiment notre métier, où je vous disais, du coup on vous accompagne sur toutes les phases de développement de votre entreprise et on vous aide surtout à prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc là c'est l'ensemble des métiers du cabinet, où en fait l'intérêt d'être d'une taille assez importante, c'est que chacun a ses spécialités dans son domaine. Donc c'est là où vous voyez en fait l'ensemble des expertises d'Inextinso. Je vous disais, moi je fais partie du point C, donc point C pour point création au sein du cabinet Inextinso, puisque comme je vous disais, on accompagne beaucoup de créateurs d'entreprises, c'est un petit peu notre force, et donc toutes les problématiques que ça engendre. Et puis les outils également, les aides que l'on peut avoir quand on crée son entreprise. Donc ça nous permet en fait de vous aider à prendre les bonnes décisions, notamment est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas au démarrage. Et puis plus vous êtes accompagné, plus vous passez ce qu'on appelle le cap fatidique des 3 ans. Donc c'est important de bien se faire accompagner sur une création d'entreprise. On vous voit en rendez-vous individuel, bien sûr, sur un accompagnement du coup personnalisé, et surtout en fait on vous fait bénéficier de nos expertises et surtout en fait de la mise en réseau, puisque c'est très important au moment de la création d'être bien accompagné, que ça soit sur l'aspect technique, financier, mais également sur le financement lui-même, avec l'accompagnement des banques et des réseaux d'accompagnement et de financement à la création d'entreprise. Donc c'est un environnement que l'on connaît bien, et donc qui nous permet de vous mettre en relation. Là du coup c'est l'ensemble des étapes sur lesquelles on peut vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise. Donc bien sûr en fonction de vos besoins, de là où vous en êtes en fait dans votre projet. Là, je vous le disais, l'objectif des points C, c'est de vous accompagner individuellement, mais surtout de vous mettre en réseau avec les personnes qui vous aideront en fonction de vos besoins au moment du coup opportun dans la création de votre entreprise. Et puis du coup, quand on parle de réseau, justement, on s'appuie beaucoup d'eux, notamment avec l'organisation de webinaires ou d'événements physiques quand on le peut, de nos partenaires qui nous permettent d'avoir vraiment une expertise sur chaque domaine. Et donc là, notamment avec Zineb Nguyen et Marina Lesage, du coup, sur l'expertise au niveau de l'URSSAF. Donc je vais demander à Marina et Zineb de se présenter juste après, et puis du coup de vous présenter ces aspects-là du coup au niveau cotisation sociale notamment. Voilà, si Marina ou Zineb du coup vous voulez bien vous présenter, et puis après vous pourrez commencer votre présentation, et merci à vous surtout d'être présente aujourd'hui. Merci Alexia. Donc effectivement, tout d'abord on vous remercie pour votre confiance une nouvelle fois. Vous êtes un partenaire assez fidèle dans la région, donc c'est vrai que ça nous permet aussi de rencontrer nos futurs créateurs. Donc je me présente, Zineb Nguyen, chargée des relations extérieures à l'URSSAF des Pays de la Loire, donc principalement sur Nantes. Je suis accompagnée de ma collègue Marina. Je ne sais pas si tu nous entends, je te laisse te présenter. Oui, je vous entends bien. Donc oui, je suis Marina Lesage. Je suis également, comme Zineb, chargée de relations extérieures sur le site de Nantes. Et donc aujourd'hui, je serai là pour répondre à vos questions via le chat. C'est essentiellement Zineb qui interviendra de manière orale. Voilà, merci. Merci Marina. Donc ce qu'on vous propose éventuellement, c'est peut-être de poser vos questions au fur et à mesure dans la zone de chat. Et Marina ou moi, en fin de présentation, on vous répondra donc aux questions à laquelle on peut répondre effectivement. Sinon, on vous donnera une réponse ultérieurement. Donc, je vais pouvoir commencer ma présentation. Alors, Alexia, je ne sais pas si j'ai la main pour défiler la présentation. On peut essayer, et sinon je vais pouvoir le faire directement. D'accord. Autrement, alors je vois des flèches pour faire avancer les diapositives. Ça doit être bon. Je peux le faire, ne vous embêtez pas. Ok, très bien. Merci. Je vous en prie. Donc voilà, je suis là pour vous présenter
tout d'abord l'URSSAF, puis ensuite les cotisations en fonction de la forme juridique que vous aurez choisie. Je vais vous présenter aussi la législation au niveau de l'ACRE, puisqu'on verra dans les slides, dans les prochaines slides, que cette législation a été modifiée uniquement pour les micro-entrepreneurs. Et on fera un petit laïus sur la micro-entreprise, justement, pour celles et ceux qui optent pour cette forme, ce statut de la micro-entreprise. Et puis ensuite, en fin de présentation, puisque vous cotisez à des risques et donc qui généreront des prestations par la suite. Donc voilà, au sommaire, dans un premier temps, donc, je vais vous présenter notre institution, l'URSSAF, qui sommes-nous de la collecte à la redistribution. Je vais vous expliquer d'une manière plus élargie les statuts juridiques, même si vous allez l'aborder certainement avec votre cabinet comptable, comme l'a justement rappelé Alexia au départ. Donc je vais aborder d'une manière très élargie les statuts juridiques, puisque en choisissant une forme juridique, vous avez deux statuts différents, donc soit salarié ou TNS, travailleur non salarié. Donc, quelles formalités vous allez réaliser une fois votre projet finalisé, donc pour obtenir le fameux numéro SIRET et débuter votre activité. Donc, à la suite de cette immatriculation, vous êtes donc travailleur indépendant, vous allez donc cotiser pour un forfait social obligatoire qui va vous permettre d'avoir une protection sociale complète. Donc, je vais m'attacher à vous expliquer quel forfait social et quelle cotisation pour chaque régime. Donc, régime de droit commun et la micro-entreprise. Et donc, au final, je vais vous détailler d'une manière très précise les prestations santé, retraite et allocation familiale. Et à la fin de notre présentation, je vais vous communiquer les contacts et services de l'URSSAF pour que vous puissiez avoir un contact privilégié au niveau de l'URSSAF. Donc, qui sommes-nous? À l'URSSAF, nous sommes 734 collaborateurs dans les pays de la Loire. L'URSSAF a collecté 99,44% de cotisation du régime général au 31 décembre 2019 à hauteur de 17 milliards 21 d'euros avec plus de 316 076 comptes cotisants gérés. En 2019, l'URSSAF a contrôlé 8 495 comptes pour garantir justement le financement de la sécurité sociale. Dans la slide suivante, je vais vous présenter d'une manière très brève comment on répartit les cotisations, comment on collecte et on répartit les cotisations, puisque sur le schéma suivant, on vous décrit l'acheminement des cotisations collectées par l'URSSAF et la COS. Donc la COS, c'est notre caisse nationale, la caisse nationale des URSSAF. Donc, de la qualité de cette collecte et de cette gestion dépendent des prestations sociales servies au quotidien, donc à la grande majorité des citoyens français. Et donc, de ce fait, la COS et les URSSAF sont aujourd'hui le recouvreur social de référence, puisque en moins de 5 heures, comme vous le visualisez sur le schéma, l'URSSAF et la COS répartissent les fonds, donc les cotisations collectées. Ces deux organismes les répartissent vers les organismes prestataires qui sont donc la caisse d'allocation familiale, la CARSAT, donc caisse de retraite et d'assurance assurance de travail, et la caisse primaire d'assurance maladie. Donc une répartition en moins de 5 heures pour permettre une répartition des prestations aux citoyens français. Les statuts juridiques. Alors, il existe plusieurs formes juridiques, donc qu'on appelle entreprise individuelle, par exemple, EURL, SARL, SASU, SNC ou SCP. Sur ces formes juridiques, vous pourrez être à la fois indépendant, soit indépendant ou salarié. Donc, en fonction des parts dans la société, en fonction de la forme juridique, vous allez vous retrouver dans deux situations, donc dans l'une des deux situations. Par exemple, si vous êtes en entreprise individuelle, sachez que l'entreprise individuelle, vous pourrez être à la fois au régime de droit commun, donc vous êtes indépendant, principalement indépendant, et vous pourrez être en micro-entreprise, puisque un micro-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle soumise sous le régime social et fiscal de la micro-entreprise. Je prends l'exemple par exemple d'une SARL.
où là, en fonction des parts que vous auriez, vous êtes soit indépendant ou salarié. La forme juridique SAS ou SASU, vous êtes essentiellement président et dirigeant rémunéré. Donc, un récapitulatif des formes juridiques et des statuts, j'imagine qu'avec votre cabinet comptable, dans le parcours justement du créateur, vous allez pouvoir aborder ces informations-là pour déterminer justement le statut définitif. Les formalités, donc un seul interlocuteur en fonction de votre activité. Si vous êtes indépendant, donc artisan, commerçant ou profession libérale, vous allez avoir un interlocuteur différent. Donc si vous êtes par exemple artisan, ça sera la Chambre des métiers et de l'artisanat. Si vous êtes commerçant, c'est la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie. Si vous êtes agent commercial par exemple, c'est le greffe du tribunal de commerce. Et si vous êtes profession libérale ou professionnel de santé, c'est l'URSSAF qui va gérer votre immatriculation. Donc, une fois la formalité effectuée auprès du CFE, le CFE transmet par flux informatique à l'INSEE, au greffe et aux impôts, qui transmettent à leur tour à l'URSSAF, la CNAF-PL, donc c'est la caisse de retraite des professions libérales, et CNBF, c'est la caisse des fonds des pouvoirs. Donc, vous l'aurez compris, votre interlocuteur, c'est bien le centre de formalité d'une des chambres consulaires ou l'URSSAF ou le greffe. Donc, la déclaration de début d'activité, c'est le point de départ des obligations sociales, fiscales et comptables. Vous commencez un 1er novembre. On verra tout à l'heure qu'il y aura un décalage de 90 jours pour les cotisations, mais les cotisations partiront bien sur la date du 1er novembre. Donc, une protection sociale complète, puisque dans votre avis d'appel de cotisation, donc l'avis d'appel que vous allez recevoir une fois l'immatriculation effectuée, vous allez cotiser pour l'ensemble des risques, donc des cotisations et contributions sociales personnelles, donc l'assurance maladie maternité, indemnité journalière, assurance invalidité décès, la retraite de base et complémentaire, les allocations familiales, la CGCRDS et la contribution à la formation professionnelle. Donc, vous l'aurez compris, c'est vous cotisez pour un forfait social qui va garantir votre protection sociale. Donc, on est au même titre qu'un salarié, sauf pour l'accident de travail et le chômage, qui sont des risques que vous n'aurez pas dans votre forfait social. Cependant, nous verrons tout à l'heure dans les slides de prestations, vous aurez la possibilité dorénavant de cotiser volontairement pour l'accident de travail auprès de la caisse primaire. Donc, je vous détaillerai dans la slide des prestations. Donc, les cotisations. Tout d'abord, on vous invite à être très vigilant puisque au moment de votre immatriculation, il y a beaucoup d'organismes et votre comptable va certainement vous le préciser également. Beaucoup d'organismes au moment de l'immatriculation vont récupérer des données vous concernant, donc votre adresse, le nom, votre identité. Ils vont vous adresser des appels de cotisation. Alors pourquoi on insiste sur cette vigilance? Puisque on a eu des retours de nos cotisants qui ont eu des appels frauduleux. C'est des organismes privés qui envoient des appels de cotisation en indiquant que c'est des appels qui sont calculés sur des forfaits réels. Donc soyez très vigilants. Un avis d'appel de cotisation, donc qui est sur la slide suivante, ça c'est un avis d'appel de l'URSSAF. Donc vous aurez l'entité de l'URSSAF. Sur la partie gauche, vous aurez les références. Donc les références, c'est votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de travailleur indépendant qui commence par un 527 si vous habitez dans les pays de la Loire, votre numéro SIRET, et donc l'adresse de l'URSSAF, de l'agence qui vous appellera les cotisations, puisqu'on est une URSSAF, un organisme régional, donc ça peut être Le Mans, Angers, Nantes, qui vous envoie donc les appels de cotisation. Donc soyez très vigilants. Si vous avez un doute sur un appel de cotisation reçu, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour tout simplement garantir la conformité du document. Et donc, comment fonctionnent les cotisations? Alors, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année ou sur un revenu estimé et sont ensuite régularisées au moment de la déclaration du revenu définitif.
Alors, votre revenu, c'est votre bénéfice ou votre rémunération de gérant. Donc, en fonction de l'option que vous auriez choisie, soit vous êtes imposé sur le revenu ou sur la rémunération, enfin, vous êtes soumis à l'IR ou à l'IS, qu'on multiplie par un taux de cotisation, donc le taux de la sécurité sociale, et qui vous donnera des cotisations annuelles. Donc, plus clairement, on va se baser sur un forfait. Quand vous commencez votre activité, nous n'avons pas connaissance de votre revenu de l'avant-dernière année, puisque vous êtes nouvellement immatriculé. Donc, on ne va pas se baser sur vos salaires, si vous étiez salarié précédemment. Donc, on va appliquer un forfait de la sécurité sociale. Donc, ce forfait-là, c'est un pourcentage d'un plafond que les législateurs nous envoient tous les ans. Donc, le plafond de la sécurité sociale, c'est cette année, par exemple, 2020, c'est 41 136 €. Donc, sur ce plafond-là, on va calculer, par exemple, la retraite, les indemnités journalières, la santé, l'accident de travail. Donc, c'est un forfait qui est valable pour tous les organismes de sécurité sociale. Donc, pour les nouveaux créateurs, pour les porteurs de projets, on va appliquer un pourcentage. Donc, on va prendre 19% de 41 136 €. On va considérer que c'est votre revenu de première et deuxième année. Et donc, on va appliquer le taux de cotisation sur ce revenu-là, qui est de 7 816 € sur une année entière, donc du 1er janvier au 31 décembre. Bien évidemment, si vous commencez en cours d'année, on va proratiser donc les 7 816 €. Donc, sur ces 7 816 €, on va appliquer un taux de cotisation qui est entre 39 et 46%. Pourquoi? Parce que c'est en fonction du revenu que vous allez communiquer. Donc, c'est entre 39 et 46%. Et donc, sur ce revenu-là, les 7 816 €, les cotisations sont de 3 456 € à l'année, plus la contribution à la formation professionnelle en fonction de votre activité. Si vous êtes commerçant, c'est 103 €. Si vous êtes artisan, 119 €. Donc, vos cotisations sur l'année, si vous êtes commerçant par exemple, elles seront de 3 559 €. Donc, voilà ce que vous allez payer forfaitairement la première année et la deuxième année. L'année suivante, on va régulariser votre revenu de N-1. C'est-à-dire que la première année, on considère que nous n'avons pas de revenu, on va appliquer un revenu forfaitaire. La deuxième année, on va repartir sur ce même revenu forfaitaire, puisque pareil, on ne connaît pas le revenu de N-1, donc on va partir sur ce revenu forfaitaire. Mais en cours de la deuxième année, comme pour les impôts, vous allez déclarer votre revenu de N-1. Une fois la déclaration fournie, donc c'est la fameuse déclaration sociale des indépendants, votre comptable va effectivement l'effectuer ou va vous aider à la déclarer sur Net Entreprise. Donc, cette déclaration va permettre une régularisation de l'année précédente. Donc, on va considérer est-ce que vous avez payé moins ou trop. Donc, soit on vous doit un remboursement ou vous devez une régularisation. Deuxième opération, on va recalculer les cotisations provisionnelles parce que vous l'aurez compris, vous payez des provisions qui sont régularisées tous les ans. Donc, on va recalculer ces cotisations provisionnelles et on va vous donner une information, la troisième année, ce que vous allez payer en provision. Donc, c'est une opération que nous, au niveau de l'URSSAF, on appelle un 3 en 1. Donc, c'est une opération qui va générer trois opérations. Donc, voilà, via cette DSI. Donc, en cas de complément de cotisation à régler, le montant dû sera réparti sur les échéances à venir, c'est-à-dire que si vous avez opté pour un paiement mensuel et qu'on vous doit une régularisation l'année suivante, on va répartir sur ces cotisations-là jusqu'à la fin de l'année. Si vous avez opté pour le trimestriel, également, on va le répartir sur les trimestres restants jusqu'à la fin de l'année. Et en cas de trop versé, on vous rembourse dès la déclaration de revenus, on vous rembourse le trop perçu. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Marina ou moi, on répondra à ces questions. Donc, le tableau suivant, c'est le forfait de la première année. Donc, comme je vous l'ai indiqué, c'est 3 456 €. Donc, ça, c'est les cotisations que vous aurez la première année, plus la contribution à la formation professionnelle. L'ACRE, donc vous connaissez certainement l'ACRE, c'est l'aide à la création et reprise d'entreprises. Alors, la nouveauté, c'est que pour le régime de droit commun, il n'y a pas de changement. Le changement, je l'évoquerai tout à l'heure, il est uniquement pour la micro-entreprise, puisque le régime de droit commun,
vous n'aurez toujours pas de demande à effectuer. On vous accorde automatiquement l'ACRE une fois l'immatriculation effectuée. Donc, pas de formulaire à compléter. C'est une exonération des cotisations pendant 12 mois, donc de date à date. Vous commencez un 1er octobre, c'est du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, sauf la retraite complémentaire, la CFP et la CSG-CRDS. Donc, l'exonération ACRE, c'est une exonération partielle et non pas totale, à l'exception donc de la retraite complémentaire, la CFP et la CSG-CRDS. Les conditions, c'est de ne pas avoir bénéficié de l'ACRE dans les 3 années précédentes, être considéré en début d'activité, donc ça rejoint la condition précédente, hein, il ne faut pas avoir bénéficié de l'ACRE précédemment, donc au sens de l'article R131-3 du Code de la Sécurité sociale, et sous condition de revenus, puisque on va prendre en considération le plafond que je vous ai indiqué tout à l'heure, le plafond de la Sécurité sociale. Donc, c'est une exonération partielle si le revenu est inférieur à 75% de ce fameux PAS. C'est une exonération dégressive si votre revenu est entre 75% et 100% du PAS. Et si votre revenu est égal au PAS ou supérieur à ce plafond, vous n'aurez pas d'exonération. Et ça, nous, on va le déterminer une fois que vous allez déclarer, donc vous allez communiquer la fameuse DSI. La deuxième année. C'est là où on va considérer est-ce que votre revenu il se retrouve dans la première, deuxième ou troisième condition. Donc, pas de formalité à faire et donc une exonération pendant 12 mois au régime réel, donc à l'exception de 3 risques. Ne pas avoir bénéficié de l'ACRE dans les 3 années précédentes et être considéré en début d'activité. Et donc, les conditions de revenu, on va les déterminer une fois que vous allez communiquer la DSI. Alors, oui, Marina, tu réponds au monsieur, c'est monsieur Boris. Donc, je continue. Donc, voilà les conditions pour l'ACRE, le régime de droit commun. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. C'est les mêmes conditions que les années précédentes. Et donc, si vous avez l'ACRE, vous aurez cette exonération-là. Au lieu de payer 3 559 €, vous aurez que 1 305 € plus 103 €, donc 1408 € que vous aurez à régler du 1er janvier au 31 décembre. Bien évidemment, proratisé si vous commencez en cours d'année. Donc, c'est une exonération qui reste quand même assez importante. Si votre revenu, ce que vous allez déclarer en DSI, va être supérieur au plafond, donc voilà, vous aurez cette exonération obligatoirement. Alors, il faut savoir aussi que si vous n'avez pas de revenus, si vous êtes au régime de droit commun, si vous n'avez pas de revenus, vous aurez des cotisations minimales à verser. Pourquoi? Parce que j'ai évoqué les provisions, les cotisations provisionnelles. Vous payez des cotisations provisionnelles, donc nous aurons besoin de provisions pour pouvoir générer des droits. Donc j'ai évoqué également les prestations, parce que vous cotisez pour générer des droits, donc des droits santé, retraite ou allocation familiale. Donc, si vous avez un revenu néant ou inférieur au minimal, au seuil minimal, vous aurez des cotisations minimales à verser. Ces cotisations-là permettront de valider des trimestres de retraite, puisque même pour un revenu à zéro, vous versez des cotisations minimales, vous aurez 3 trimestres de retraite qui seront validés. Si vous êtes en arrêt de travail, vous aurez un minimum d'indemnité journalière, donc vous aurez tout de même 20 € par exemple sur un revenu à zéro, 20 € d'indemnité journalière par jour. Donc voilà, nous aurons besoin d'un seuil minimal, d'une cotisation minimale pour pouvoir générer des droits. Donc le tableau suivant récapitule tout simplement si vous avez un revenu inférieur au seuil minimum, vous aurez tout de même des cotisations à verser qui sont de 1 040 €, plus toujours la fameuse CFP, contribution à la formation professionnelle, selon votre activité, commerçant ou artisan.
Excusez-moi Zineb, juste pour peut-être répondre aux questions, je pense comprendre la question de Boris. Dans le cadre où il y a deux gérants sur une société, pour l'obtention de l'AC, peut-être revenir sur les conditions de détention éventuellement, et bien préciser que c'est pas dépendant des droits à Pôle emploi, hein. C'est différent. Non, alors oui, oui, tout à fait. L'ACRE, c'est vraiment sur les conditions, comme je l'ai évoqué sur cette slide, c'est ne pas avoir bénéficié de l'ACRE dans les 3 années précédentes, être considéré en début d'activité. Alors, comme l'a justement rappelé Marina, donc effectivement, il est accordé automatiquement pour vous. Alors, sachez que c'est une demande personnelle, c'est-à-dire que si vous êtes deux gérants, les deux gérants peuvent avoir l'ACRE, enfin auront l'ACRE s'ils sont au régime de droit commun, puisque les cotisations sont des cotisations personnelles. Donc, c'est propre à la personne et non pas à la société. Et donc, les conditions, elles ne sont pas conditionnées avec Pôle emploi, hein. Par contre, et ça, c'est plutôt je laisserai plutôt Pôle emploi l'évoquer peut-être dans d'autres webinaires, c'est l'ARS qui est conditionné avec l'obtention de l'ACRE. C'est-à-dire que vous aurez besoin d'avoir l'accord de l'ACRE pour générer le l'ARS. Donc là, je vous oriente plutôt vers votre agence Pôle emploi pour avoir de précision. Mais sinon, non, les ACDIC, Pôle emploi et l'ACRE, Pôle emploi n'influence pas sur la réponse de l'ACRE. Vous l'aurez automatiquement si vous êtes au régime de droit commun. Donc, le mode de paiement, c'est-à-dire qu'au moment de votre immatriculation, vous allez opter pour un mode de paiement, donc mensuel ou trimestriel. Donc, mensuellement, c'est prélevé, trimestriellement également, donc c'est prélevé aussi, ou par télépaiement. Dans tous les cas, nous n'autorisons plus les chèques, hein, donc c'est uniquement par voie dématérialisée. J'avais évoqué le délai de 90 jours. Alors, c'est quoi exactement? C'est un délai que l'URSSAF vous accorde avant le premier échéancier, avant le premier appel de cotisation. Si vous commencez, par exemple, après le 5 août, vous n'aurez pas d'appel de cotisation de suite, vous l'aurez au même moment que la deuxième année. C'est un lissage qui se fera l'année suivante. Si vous commencez avant le 5 août, vous aurez tout de même les 90 jours de décalage avant de vous appeler les premières cotisations. Donc, sachez-le, ne soyez pas étonnés si vous êtes immatriculé, vous n'avez pas d'appel de cotisation de suite, ben, on va vous accorder ces 90 jours avant les premiers appels de cotisation. Donc, n'hésitez pas au moment de l'immatriculation de choisir le mode de paie, enfin la périodicité, donc c'est soit mensuel ou trimestriel. Vous aurez une case sur votre CERFA d'immatriculation. N'hésitez pas à choisir, à faire votre choix sur ce CERFA. Alors, sur cette slide, c'est vraiment on va aller très très vite, je vais aller très très vite sur cette slide puisque c'est aujourd'hui l'objectif de ce webinaire, c'est de présenter les cotisations aux travailleurs non salariés, mais c'était nécessaire de vous donner un comparatif entre un gérant salarié et un gérant non salarié, ce qu'ils doivent comme cotisation pour le même revenu. On a pris un exemple, un gérant assimilé salarié, un gérant par exemple d'une SAS, qui a un revenu, un salaire brut annuel de 22 000 euros, donc soit 17 884 euros net par an. Et on a pris un gérant TNS, donc travailleur non salarié, avec le même bénéfice, puisque un TNS a un bénéfice ou une rémunération nette. Donc, il a le même bénéfice, 17 884 euros. Dans le tableau, on a les cotisations pour un gérant salarié. Donc, le gérant salarié va avoir une part patronale et une part salariale. Et le TNS va avoir des cotisations sociales. Donc, pour les mêmes risques, sauf l'accident de travail, donc comme vous le visualisez sur la slide, ils cotisent pour les mêmes risques, sauf l'accident de travail. Donc, c'est la seule différence entre les deux régimes. Le gérant salarié aura 11 880 euros de cotisation entre la part patronale et la part salariale. Et le TNS aura 8 100... Excusez-moi, parce que je n'ai pas la slide complète. Donc 8 150 euros de cotisation sociale. Donc exactement les mêmes risques, hein, la seule différence c'est l'accident de travail. Donc voilà, c'est juste un comparatif
pour vous préciser qu'est-ce qu'ils payent pour le même revenu, qu'est-ce que paye le gérant salarié et le TNS. Il est important de vous rappeler, surtout dans la situation actuelle que nous vivons, nous continuons à vivre. L'URSSAF a été mobilisée auprès des services de l'État pour venir en aide justement aux entreprises en difficulté à cause de la crise sanitaire liée au Covid. Donc, nous avons été au premier rang, puisque, comme vous l'avez certainement vu autour de vous ou dans les médias, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été impactées. Donc, l'URSSAF a été mobilisée pour venir en aide justement à ces entreprises. Donc, c'est des aides au paiement de cotisations. Donc, nous avons accordé plusieurs aides en fonction du secteur d'activité. D'ailleurs, vous pourrez le retrouver directement sur le site de l'URSSAF. Donc, vous avez un mini-site URSSAF Covid où là, nous récapitulons toutes les aides accordées aux employeurs et aux travailleurs non salariés. Donc, grâce justement à ce service social, puisqu'il y a un service social depuis le 1er janvier 2020, suite à l'adossement du RSI au régime général, le service social a rejoint l'URSSAF. Donc, c'est un service qui vient en aide au paiement des cotisations, donc pour les travailleurs, pour les indépendants en difficulté. Ça peut être des secours financiers, ça peut être des aides au maintien dans l'activité professionnelle. Alors, pour les aides aux dépenses de santé, cette partie est gérée dorénavant par la caisse primaire, donc c'est tout ce qui est en rapport avec l'aide à la complémentaire santé ou la CMU. Ça peut être aussi une aide à l'accompagnement au départ à la retraite, donc pour les TNS qui sont en difficulté en fin d'activité, et donc on peut leur accorder une aide à l'accompagnement au départ à la retraite sous condition, et de maintien à domicile pour des travailleurs, pour des indépendants qui malheureusement ont eu des difficultés, ont eu des arrêts de travail prolongés, des affections longue durée où ils ont bénéficié par exemple de l'invalidité, donc des pensions d'invalidité. Donc ce service-là peut venir en aide au maintien à domicile. Ça peut être aussi des aides à l'amélioration et l'adaptation du cadre de vie. Donc sachez-le, il existe un service social à l'URSSAF, comme d'ailleurs dans tous les organismes de sécurité sociale, que vous pourrez solliciter en cas de difficulté dans l'activité. J'ai terminé pour la partie régime de droit commun. Est-ce que vous avez des questions? Alexia, est-ce qu'il y a eu peut-être des questions, ou Marina, auxquelles nos participants souhaitent que je revienne dessus? Non, visiblement, pas de questions. Non. J'en ai peut-être juste une pour revenir sur les cotisations. On a vu du coup que la différence entre un régime salarié et non salarié, la différence se joue notamment sur la partie accident de travail. Oui. Du coup, je pense que vous confirmez bien qu'il faut aussi se protéger sur cette partie-là si on choisit un statut non salarié. Pour compléter cette partie accident de travail qui est en fait la prévoyance, donc qui est en fait un revenu de remplacement si vous pouvez pas aller travailler demain, et puis la partie retraite aussi, où le taux de cotisation est forcément donc différent entre ces deux statuts, mais la protection aussi est un peu différente. Est-ce que là-dessus vous avez des précisions peut-être à apporter? Alors, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a une délégation des CARSAT pour intervenir sur la partie retraite, et de par cet adossement du RSI au régime général, donc on va aborder la partie retraite. Néanmoins, je vais l'expliquer justement dans les prestations, puisque effectivement, la retraite de base, elle est identique à celle d'un salarié. La retraite complémentaire, elle est identique d'un salarié non cadre. Donc là, la différence, elle peut être aussi d'ailleurs, on le voit dans le paiement de la retraite complémentaire, puisque la retraite de base, on est identique, on est sur 17,75, c'est exactement pareil que le régime des salariés, mais la retraite complémentaire, elle est identique à celle d'un salarié non cadre, où là, effectivement, le système de prévoyance de l'accident de travail, il est nécessaire justement pour compléter cette partie-là.
Donc effectivement, il faut, et c'est là où je dirais que ce soit le comptable, tous les facteurs, tous les acteurs liés à la création doivent justement apporter cet accompagnement dans le choix des complémentaires, par exemple, des prévoyances. Là, il y a une avancée dans l'accident de travail parce que je pense que vous êtes informé qu'au niveau de l'accident de travail, les travailleurs non salariés ne pouvaient pas accéder à ce risque-là. Ils devaient solliciter un organisme privé. Là, depuis le 1er janvier, donc c'est suite à l'adossement du RSI au régime général, les travailleurs non salariés, les indépendants, peuvent cotiser volontairement à la caisse primaire pour l'accident de travail. Donc c'est quand même une avancée pour les travailleurs indépendants, que d'ailleurs je vais aborder dans les prestations. Mais en effet, c'est quelque chose à prendre impérativement en compte, au moins la prévoyance sur la première année. C'est très important et ça vous permet en plus, en étant travailleur non salarié, de pouvoir les faire passer. Donc c'est ce qu'on appelle les cotisations Madelin, de les déduire sur le résultat comptable. Donc il y a aussi un intérêt fiscal entre guillemets à prendre ces complémentaires. Donc en effet, c'est très important. Et je voulais revenir aussi juste sur le pôle emploi. Puisque je pense qu'il y en a pas mal en bénéficient au moment de la création d'une entreprise. Donc en effet, vous avez une partie de couverture quand vous avez du coup le chômage là pendant les 24 mois, que vous prenez le maintien du pôle emploi. Mais comme du coup Zineb vous l'expliquait, il y a uniquement 3 trimestres qui sont validés et cotisés. Donc du coup, voilà, il faut aussi compléter sur. On l'oublie souvent, mais c'est aussi un conseil que doit avoir l'expert comptable, de prendre un minimum de rémunération dès la première année pour pouvoir avoir ces trimestres pour la retraite. Tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à, et moi je le vois dans les présentations, on a souvent des indépendants qui effectivement perçoivent Pôle emploi, donc ils ne se rémunèrent pas la première année. Alors soit ils restent sur les forfaits de sécurité sociale, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc les 7 816 euros. Donc là effectivement 7 816 euros. Il valide 4 trimestres de retraite parce que j'évoquerai tout à l'heure le revenu qu'il faut pour valider 4 trimestres. Mais effectivement, on a aussi des indépendants qui vont faire des revenus estimés parce que j'ai abordé aussi le revenu estimé. C'est-à-dire que soit vous restez sur ce forfait-là ou vous allez saisir un revenu estimé et nous dire moi je ne me rémunère pas la première année ni la deuxième année parce que j'ai Pôle emploi, donc je décide de faire un revenu estimé à 0. Alors sachez que vous avez cette possibilité-là, on vous accorde cette possibilité-là. Néanmoins, derrière, au niveau des prestations, vous êtes impacté parce que vous n'aurez que 3 trimestres au lieu de 4, sachant que 4 trimestres, c'est le maximum que vous allez avoir dans une année. Donc voilà, il faut vraiment étudier, il faut être vraiment accompagné par votre expert comptable et surtout prendre la bonne décision qui ne va pas impacter vos prestations derrière. Je vais juste répondre avant d'aborder. Marina a répondu, c'est parfait. C'était par rapport au RSI, parce que c'est vrai que j'ai tendance à parler du RSI parce que peut-être que dans nos participants, vous avez dans votre entourage des indépendants qui dépendaient du RSI avant. Alors sachez que, comme elle l'a très justement rappelé Marina, le RSI, le régime social des indépendants, n'existe plus depuis le 31 décembre 2019, puisqu'au 1er janvier, le RSI a été adossé au régime général. Le RSI, c'est un organisme qui regroupait donc toute la protection sociale des travailleurs indépendants. Néanmoins, l'URSSAF était toujours l'organisme de cotisation, c'est-à-dire que l'URSSAF était le centre de paiement du RSI, puisque l'URSSAF appelait les cotisations, et le RSI était le recouvreur, donc était l'organisme de recouvrement des travailleurs indépendants. C'était l'organisme de santé, l'organisme de retraite aussi. Voilà, juste une petite description du RSI qui d'ailleurs n'existe plus au 31 décembre. Puisque là aujourd'hui, vous avez la même équivalence que les salariés, donc vous êtes pris en charge par la caisse primaire pour la santé, par la CARSAT pour les travailleurs, pour la retraite, pardon, et donc par la caisse d'allocation familiale, mais ça a toujours été le cas même à l'époque du RSI. Donc j'ai terminé avec le régime de droit commun. J'espère que j'ai été plus ou moins claire. C'est vrai que c'est assez technique, mais bon, je pense que il faut vraiment respecter le parcours du créateur,
parcours du créateur, vous avez des phases à respecter avant le démarrage de votre activité. Et dans ces phases-là, vous avez plusieurs acteurs de la création, et notamment votre comptable, qui est votre premier conseil en termes de création de votre activité. Donc voilà. Nous, c'est vraiment en dernier lieu, que ce soit l'URSSAF, les CARSAT, les caisses primaires. Donc, on est des organismes, surtout l'URSSAF, l'organisme qui va juste collecter les cotisations. Mais toute la phase création, il faut vraiment respecter ces phases-là pour tout simplement démarrer votre activité d'une manière plus sereine. Donc, l'auto-entrepreneur, il me paraissait essentiel peut-être de vous faire un petit laïus sur le statut auto-entrepreneur. Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être opté pour le statut auto-entrepreneur avant peut-être de rebasculer vers un régime de droit commun. Alors, sachez que c'est un statut, c'est un régime qui s'adresse aux personnes qui souhaitent exercer une activité artisanale, commerciale ou libérale, donc sous forme d'une entreprise individuelle, comme je l'ai décrit au départ. Donc, c'est une entreprise individuelle, mais qui est soumise au régime fiscal de la micro-entreprise. Donc, les formalités plus allégées pour la création d'entreprise, puisque vous créez votre activité simplement sur Guichet Entreprise, par exemple, c'est le site internet. Vous avez aussi la possibilité de solliciter un CFE, le Centre de formalité des entreprises, si vous souhaitez être accompagné. Donc, autrement, c'est Guichet Entreprise pour les artisans et commerçants, et l'URSSAF pour auto-entrepreneur.ursaf.fr pour les professions libérales. Donc, le mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et sur option de l'impôt sur le revenu. Vous avez la possibilité d'opter à payer vos impôts en même temps que vos cotisations sociales, donc sous condition. J'évoquerai les conditions par la suite. Donc, vous l'aurez compris, c'est un statut qui s'adresse aux personnes, tout simplement. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un statut pour débuter une activité, puisque si le chiffre d'affaires évolue très rapidement, je vous conseille vivement de rebasculer vers le régime de droit commun. Et surtout, si vous avez beaucoup de charges, je prends l'exemple des artisans. On a des artisans qui vont débuter avec un statut auto-entrepreneur, mais ils vont basculer très rapidement parce que le seuil va être dépassé. Donc, ou alors, ça peut être un statut qui correspond pour une activité secondaire. Donc, vous êtes salarié, vous souhaitez créer une activité secondaire. Le statut auto-entrepreneur est fait justement pour cette activité. Quelles conditions? Donc, les conditions de chiffre d'affaires. Si vous souhaitez faire une activité de vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou consommer, sur place ou de fournisseurs, donc sauf les loueurs meublés, vous devez respecter un seuil de 176 200 €. Par contre, si vous faites de la prestation de services qui relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, donc tout ce qui est transformable, ou des bénéfices non commerciaux, vous devez respecter donc un 72 500 €. Donc, il y a des chiffres d'affaires à respecter. Au-delà des seuils, vous sortez du dispositif. Depuis 2019, il y a donc il y a le CA qui est appliqué. Vous êtes en franchise depuis certains seuils. Au-delà de ce seuil, là, ça va être appliqué. Il faudra un numéro de TVA intracommunautaire auprès des services. Et il faudra appliquer la facture. Donc, dans ce tableau, je ne vais pas vous détailler vraiment ce tableau parce que c'est un tableau que nos collègues des services fiscaux nous ont communiqué, d'ailleurs que vous allez les retrouver sur le site des impôts, impôts.gouv. Donc, c'est un tableau qui vous laisse une certaine place les 2 premières années pour la TVA. Ensuite, la 3e année, donc moi je vais plutôt insister sur la 3e année, le seuil à respecter, c'est 94 000 € pour la vente de marchandises et 36 500 € pour la prestation de service. Donc, si vous êtes au-delà de ces seuils, la TVA est automatiquement appliquée. Néanmoins, pour la partie sociale, que vous ayez 300 en vente
170 000, les taux de cotisation seront les mêmes. C'est plutôt la partie fiscale qui a changé. Donc, n'hésitez pas à consulter ce tableau sur le site des impôts. Et donc, l'ACRE, là, c'est nécessaire de le détailler et de l'expliquer, puisque la nouveauté elle est vraiment pour les micro-entrepreneurs et non pas pour le régime de droit commun. Depuis le 1er janvier 2020, les auto-entrepreneurs doivent compléter le formulaire de demande d'ACRE au moment de l'immatriculation, où ils ont jusqu'à 45 jours suivant ce dépôt, de répondre à l'une des conditions d'éligibilité, puisqu'il y a des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. L'exonération, elle est de une seule année, au lieu de 3 années précédemment. Et donc, la deuxième année, application d'un taux unique global. Donc, le formulaire que vous allez retrouver sur le site Merci Marina justement de rappeler le site. Donc Marina vous l'a décrit sur la zone chat. Donc c'est www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc c'est le seul site officiel des auto-entrepreneurs et c'est le site officiel de l'URSSAF. Il peut y avoir d'autres sites sur les moteurs de recherche. Ce sont des sites commerciaux. Donc ils peuvent vous faire la formalité moyennant un coût à la fin de cette formalité. Donc le formulaire demande ACRE est à télécharger sur le site d'Auto-entrepreneur et donc à transmettre au moment de l'immatriculation. Vous avez jusqu'à 45 jours pour le faire. Au-delà de cette date, donc toute demande est refusée. Donc les conditions d'éligibilité, elles sont décrites au verso du formulaire. Donc, alors je ne vais pas toutes les citer, mais je vais vous donner un exemple. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous devez fournir un justificatif, sachant que sur le verso, vous avez donc la situation du demandeur et à côté, vous avez le document à fournir. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les conditions. Si vous vous retrouvez dans l'une des situations, vous devez justifier cette situation par un document que vous transmettrez à nos services. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, il faudrait une notification d'ouverture de droit ou dernier titre de paiement. Voilà, donc c'est un document que vous allez retrouver sur le site internet, que vous allez compléter et donc retourner à l'URSSAF avec les pièces justificatives. Et donc le forfait ACRE, puisque j'ai expliqué que le forfait, c'est une année d'exonération et non plus 3 années comme ça a été le cas précédemment. Donc c'est une année en fonction de votre activité. Donc si vous faites de la vente de marchandises, vous aurez un taux de 6,40%. Donc l'ACRE, c'est exactement pour le régime de droit commun, c'est une exonération de date à date. Donc on va appliquer jusqu'au dernier trimestre civil. Et ensuite, vous basculez sur le taux plein régime de croisière. Donc si vous faites de la vente, c'est 6,40. De la prestation de service, c'est 11%, et ensuite vous rebasculez à 22%. Si vous relevez des professions libérales, c'est 12,10 et ensuite 22%. Donc vous l'aurez compris, c'est un taux unique global, et ensuite vous rebasculez vers un taux, le taux habituel. Ensuite, si vous êtes éligible au versement libératoire de l'impôt sur le revenu, parce que c'est sous condition, pour l'instant, donc pour prétendre en 2020, pour l'instant, on a simplement le revenu de référence, c'est celui de 2018. Nous n'avons pas encore l'élément de celui de 2019. Donc, on mettra à jour rapidement une fois que les services fiscaux nous communiqueront ceux de 2019. Donc, pour prétendre à ce versement libératoire en 2020, votre revenu fiscal de référence de l'année 2018 ne doit pas excéder 27 519 € par part de quotient familial. Donc, cela veut dire tout simplement que si vous êtes éligible, si vous remplissez cette condition, vous aurez un taux additionné à votre taux, donc le taux d'activité, et donc vous aurez payé vos cotisations fiscales, enfin vos charges fiscales en même temps que vos cotisations sociales. Si vous êtes non imposable, ça ne sert strictement à rien d'opter pour ce choix, puisque vous allez peut-être, les services fiscaux vont vous accorder l'option, le versement libératoire, mais une fois que vous aurez l'élément comme quoi vous êtes non imposable, vous ne serez pas remboursé par les services fiscaux.
Une fois c'est acté, ils ne reviennent pas en arrière. Donc, peut-être d'abord évaluer votre situation ou peut-être même attendre la première année avant de... Parce qu'il peut y avoir un changement de situation en cours d'année qui va aussi modifier peut-être vos revenus. Donc peut-être attendre la première année avant d'opter pour ce choix. En tout cas, c'est un taux additionné à votre taux principal. Et donc une fois les cotisations payées, quand vous déclarez vos revenus, vos impôts, on va vous communiquer une attestation fiscale que vous allez télécharger sur votre compte auto-entrepreneur. Et donc, c'est cette attestation-là que vous allez communiquer aux services fiscaux pour prouver que vous avez payé vos impôts en même temps que vos cotisations sociales. Ensuite, vous avez la cotisation foncière des entreprises. Donc, c'est une taxe foncière qui est appliquée sur le lieu de votre activité. Alors, vous êtes exonéré la première année de cette taxe. Par contre, vous l'aurez à partir de la deuxième année, simplement si votre chiffre d'affaires est supérieur à 5 000 euros. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, il faudra compléter un formulaire que vous transmettez donc aux impôts et qui vont vous calculer la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Alors sachez que la CFE elle peut être différente d'une commune à l'autre. C'est un peu comme la taxe foncière, donc c'est évalué en fonction de chaque commune. Vous avez aussi dans votre forfait social, vous avez la contribution à la formation professionnelle. Vous cotisez pour bénéficier des droits à la formation professionnelle. Donc, c'est un taux qui est additionné à votre taux principal de cotisation. Donc, en fonction de votre activité, si vous êtes artisan, commerçant ou profession libérale réglementée. Donc, pour bénéficier de la formation professionnelle, il faut avoir un chiffre d'affaires, il faut avoir déclaré un chiffre d'affaires positif au cours des 12 derniers mois. Donc, une fois que vous avez cet élément, vous pourrez télécharger votre attestation. Elle est téléchargeable tous les mois de mars sur le site autoentrepreneur.rsaf.fr. Et donc, sur cette attestation, on va vous communiquer l'organisme qui va gérer votre formation professionnelle. Un exemple, les commerçants sont gérés par l'AGFIS. Donc, l'AGFIS va communiquer son catalogue de formation aux commerçants pour pouvoir bénéficier d'une formation. Et vous pourrez accéder à votre compte personnel de formation dès 2020 sur le site moncompteactivité.fr. Et donc, il y a une taxe qui va se rajouter dès la deuxième année. Si vous êtes auto-entrepreneur. Donc, vous êtes exonéré, pareil, vous êtes dispensé comme la CFE la première année de cette taxe. Et à partir donc, de la deuxième année, et on est sur les mêmes conditions que la CFE, si votre chiffre d'affaires est supérieur à 5 000 euros, donc vous êtes redevable de cette taxe. C'est une taxe pour entretenir les chambres consulaires, pour entretenir la chambre de commerce et la chambre des métiers. Les professions libérales sont exonérées de cette taxe-là, puisqu'ils n'ont pas de chambre consulaire. Mais les artisans et commerçants sont redevables de cette taxe. C'est pour entretenir donc le CFE, par exemple le centre de formalité aux entreprises. C'est tout simplement pour maintenir les chambres consulaires, pour les maintenir en activité. Ça reste des taux assez faibles et c'est en fonction de votre activité et de la chambre consulaire concernée. Je vais prendre l'exemple d'un commerçant qui fait de la vente de produits alimentaires. Donc, il va faire son immatriculation peut-être à la CCI et donc il fait de la vente. Donc, il va se retrouver sur la troisième ligne, vente de marchandises, et il aura un taux de 0,015% qui va être sur sa déclaration de chiffre d'affaires. Comment déclarer et payer? Donc, le paiement est 100% dématérialisé, comme pour le de droit. Sur le site de auto-entrepreneur, ça fait faire. Pour déclaration, il y a une pénalité qui va être appliquée de 50 € par notre service de. Alors, on vous incite à déclarer votre chiffre d'affaires. Que vous ayez un chiffre d'affaires ou non, vous devez faire votre déclaration. C'est une déclaration sur l'honneur. Donc, l'absence de régularisation, c'est-à-dire ne régularisez pas les déclarations en fin d'année, on vous indique une taxation d'office sur une base majorée. Cette taxation aussi, elle est appliquée pour le régime de droit commun si la fameuse DSI n'est pas communiquée. Donc voilà, c'est vraiment pour inciter les indépendants à respecter certaines dispositions, puisque
comme pour les impôts, vous devez déclarer des revenus, déclarer votre chiffre d'affaires. Il y a des dates d'exigibilité, donc vous devez respecter ces dates-là. Le compte bancaire dédié à l'activité professionnelle est obligatoire simplement si votre chiffre d'affaires est supérieur à 10 000 euros. S'il est inférieur à 10 000 euros, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Par contre, on vous invite tout de même à créer un compte dissocié de votre compte personnel. Pourquoi? Parce qu'en cas de contrôle inopiné des inspecteurs de l'URSSAF ou les inspecteurs fiscaux, vous devez justifier donc vos factures, vos versements. Donc, vous devez quand même avoir un compte dissocié de votre compte personnel. Donc, je termine avec l'auto-entreprise. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Ah, alors, Zineb, moi j'ai encore juste une petite question parce que oui, bien sûr. Je pense qu'il peut y avoir quelques personnes également dans le cas, puisqu'on a bien parlé et je vous rejoins là-dessus. La micro-entreprise est en effet fait pour tester son activité. Il y a plusieurs impacts, que ce soit fiscalement ou comptablement, pour un passage d'une micro à une société. Et justement, peut-être par rapport à l'ACRE, qu'est-ce qui se passe si du coup donc on bénéficiait de l'ACRE au moment de la création de la micro-entreprise et qu'en cours d'année, on veut passer en société au niveau des cotisations sociales? Vous ne bénéficiez pas de l'ACRE puisque, comme on l'a évoqué, au régime de droit commun, les conditions, c'est de ne pas avoir bénéficié dans les 3 années précédentes et être considéré en début d'activité. C'est-à-dire que si vous avez bénéficié en tant que micro-entrepreneur et que vous souhaitez rebasculer vers le régime de droit commun, vous perdez le bénéfice de l'ACRE. C'est là où il faut vraiment faire votre choix dès le départ parce que l'ACRE est lié justement à cette décision-là. Et comme vous l'avez très justement rappelé, Alexia, le régime auto-entrepreneur, ça reste un régime tout simplement un complémentaire pour débuter l'activité. Une fois que votre activité évolue, prenez cette décision de rebasculer vers un régime de droit commun parce que là, effectivement, vous allez nous déclarer un bénéfice et non pas un chiffre d'affaires. Parce que la micro-entreprise, c'est vous allez déclarer ce que vous encaissez de vos clients. Vous ne déduisez aucune charge. Je vais prendre l'exemple, récemment, j'ai eu un exemple concret d'une profession libérale qui a créé son activité au 1er janvier. Elle se retrouve avec beaucoup de charges parce que, contrairement à ce qu'on lui a expliqué, elle a un chiffre d'affaires à atteindre. Elle est en dessous de ce chiffre d'affaires. Néanmoins, elle a énormément de charges. Ces charges-là, elle ne peut pas les déduire. Donc, c'est là où, effectivement, il faut vraiment réfléchir dès le début, dans son parcours créateur, de savoir est-ce que je dois opter automatiquement pour la micro-entreprise ou pour le régime de droit commun. Pareil, l'ACRE, si vous avez l'ACRE en tant que micro-entrepreneur et que en cours d'année, vous voyez que votre chiffre d'affaires évolue, vous souhaitez rebasculer vers le régime de droit commun, vous perdez le bénéfice de l'ACRE. C'est pour ça que le choix du statut est important au démarrage en fonction. Donc la première des choses à faire de votre côté, c'est d'estimer bien votre chiffre d'affaires potentiel que vous allez faire sur la première année, parce que des fois il peut être intéressant de refuser du coup l'ACRE au moment de la micro-entreprise pour pouvoir en bénéficier du coup au moment de la société. Ça c'est aussi possible si je me trompe pas, Zineb. Oui, tout à fait, oui. Voilà. C'est là où l'étude prévisionnelle est importante. Donc, c'est là où on va déterminer est-ce que le chiffre d'affaires va être conséquent ou pas. Très bien, merci. Je vous en prie. Donc, nous arrivons donc aux prestations. Alors, donc, comme je l'ai rappelé tout au début et donc tout au long de cette présentation, vous cotisez, mais pour vous constituer des droits auprès des organismes prestataires. Donc, les organismes prestataires, c'est bien évidemment la caisse primaire, la CARSAT, puisque aujourd'hui, vos interlocuteurs pour la santé, la retraite et la famille, c'est la CPAM, la CARSAT et la CAF. Donc, les prestations maladie, les remboursements de soins, médicaments, hospitalisation sont identiques à ceux d'un salarié. À celle d'un salarié. Prestations indemnité journalière, maladie, allocation maternité, congé paternité, invalidité décès, elles sont proportionnelles
à votre revenu. Et là, pareil, hein, si je prends l'exemple de ce qu'on vient d'évoquer juste avant, un revenu, c'est tout ce qui est net. Un auto-entrepreneur, par exemple, il va déclarer un chiffre d'affaires. Donc, on va extraire le revenu de ce chiffre d'affaires qui va nous permettre de calculer la retraite, les indemnités journalières, la maternité. Donc voilà, votre interlocuteur, c'est la caisse primaire depuis le 1er janvier 2020 et non pas 2019. Alors, pour certaines entités, effectivement, c'est depuis le 1er janvier 2019. Pour la retraite, donc la retraite de base, elle est identique au régime général des salariés. La retraite complémentaire, elle est similaire à un salarié non cadre. Et c'est là, effectivement, où il faudra aussi se constituer des points auprès d'organismes peut-être privés sur la retraite complémentaire. Donc, c'est la CARSAT qui gère depuis le janvier 2020 pour donc, les artisans, commerçants et les professions libérales non réglementées. Pour les professions libérales réglementées, comme les psychologues, les psychiatres, et autres activités, c'est bien la CIPAB, donc c'est la CNAVPL, qui va gérer la retraite. La caisse d'allocation familiale, donc les prestations elles sont identiques à celles des salariés, selon la situation familiale et revenus, donc je vais évoquer dans les slides. Donc quand vous commencez votre activité indépendante, vous relevez de l'assurance maladie pour l'ensemble de vos prestations de santé. Vous êtes rattaché à la caisse d'assurance maladie de votre lieu de résidence. Donc là, aujourd'hui, vous dépendez de votre caisse primaire. Il n'y aura pas de changement, ne serait-ce que la caisse primaire va gérer, si vous êtes par exemple à la fois salarié et indépendant, elle va gérer les deux entités, la partie salariée et la partie indépendante. Et en cas d'accident de travail, où là, c'est un élément très important, puisque vraiment, c'est une avancée pour les travailleurs indépendants. Donc, si vous exercez une activité d'artisan, de commerçant, de profession libérale non réglementée, donc les professions libérales non réglementées, c'est tous les nouveaux métiers, comme par exemple la sophrologie, réflexologie, donc c'est des métiers qu'on appelle, nous, professions libérales non réglementées. Donc, votre statut ne vous permet pas de bénéficier d'indemnités journalières liées à l'accident de travail, comme pour un salarié par exemple. Par contre, vous pourrez souscrire à une couverture spécifique auprès d'une assurance privée ou auprès de la caisse primaire. Donc n'hésitez pas, dès votre inscription, il faut obligatoirement solliciter la caisse primaire. Je vous dis obligatoirement parce que on peut être confronté à cette situation dans son activité, donc c'est quand même important de se couvrir. Donc prenez contact avec la caisse primaire pour évaluer justement ce risque-là. Par contre, si vous êtes en profession libérale réglementée, votre statut ne vous permet pas de bénéficier d'indemnités journalières maladie ni d'accident de travail, donc vous avez l'obligation de souscrire auprès d'une assurance privée. Les prestations allocation familiale, donc elles sont versées par la caisse d'allocation familiale, donc c'est les mêmes prestations familiales et mêmes conditions d'attribution que pour les salariés, donc vous êtes sur les mêmes conditions. Possibilité de demander la prime d'activité, alors sachez-le, parce que c'est vrai que beaucoup d'indépendants ont peut-être cette idée que les indépendants n'ont pas forcément les mêmes prestations que les salariés. Donc, vous avez les mêmes prestations, les mêmes conditions auprès de la CAF. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes éligible à la prime d'activité, n'hésitez pas à la demander en ligne sur caf.fr. Les prestations retraite. Donc, nous avons vu au départ que vous cotisez pour le risque retraite, donc retraite de base et retraite complémentaire. Donc, comme je l'ai décrit tout au long de la présentation, la retraite de base, elle est identique à la retraite de base du régime général des salariés. Même taux de cotisation, même conditions de départ à la retraite. Et le calcul de la retraite, identique en fonction des trimestres acquis et du revenu moyen, puisque la retraite se calcule sur les 25 meilleures années, tout régime confondu. La retraite complémentaire, c'est un système de points, donc elle est similaire au régime complémentaire d'un salarié non cadre. Donc vous êtes bien sur la base d'un salarié non cadre, la même base qu'un salarié non cadre. Acquisition de points en divisant le montant des cotisations versées par la valeur du point. Donc il y a une valeur attribuée à chaque point, et donc on acquiert des
points en divisant le montant des cotisations par cette valeur. La retraite complémentaire se calcule en multipliant le nombre de points acquis, donc tous les points que vous avez acquis dans votre carrière, par la valeur de ce point de retraite. Donc cette valeur, elle est communiquée par le législateur tous les ans. Et donc cette valeur, on va la multiplier par le nombre de points que vous avez constitués dans votre carrière. Donc vous l'aurez compris, la retraite de base, c'est un système de trimestres. Donc vous allez valider des trimestres de retraite en fonction de votre revenu. Et la retraite de base, la retraite complémentaire, c'est un système de points. Donc vous allez vous constituer des points. Et donc en fonction de ces points, on va appliquer, on va les multiplier par une valeur de points de retraite. Et donc l'âge de départ, et j'insiste bien à aujourd'hui, puisque la législation est susceptible de changer, peut-être prochainement. Donc à aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, à partir de 58 ans, c'est bien une retraite anticipée, qu'on appelle généralement à carrière longue. Donc elle est soumise à condition. On doit avoir un nombre de trimestres de validés. Et comme vous l'avez justement expliqué, Alexia, même en ayant des Pôle emploi, vous validez des trimestres. Alors, c'est des trimestres différents des trimestres travaillés. Donc là, vous pourrez demander à la CARSAT de vous donner des explications sur ces points-là. Mais sachez-le, quand vous êtes à Pôle emploi, vous cotisez quand même pour la retraite. Donc, à 62 ans, c'est l'âge légal, si vous avez tous les trimestres nécessaires pour bénéficier d'un taux plein. Et donc, à 67 ans, c'est l'âge de retraite à taux plein automatique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le nombre de trimestres à 62 ans, vous devez attendre 67 ans pour bénéficier d'un taux plein automatique. Donc, j'insiste bien, c'est la législation d'aujourd'hui, à condition que cela ne soit pas modifié dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc, comment on valide des trimestres? La notion de trimestre des cotisations ne dépend pas de la durée de votre activité dans l'année, mais du revenu qui va nous servir de base de calcul pour la retraite de base. Donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, un revenu à 0 permet de valider 3 trimestres de retraite. Pour valider 4 trimestres de retraite, il vous faut un revenu de 6 090 € en 2020 pour valider les 4 trimestres de retraite. Donc, ce revenu-là, c'est un bénéfice ou une rémunération. Donc là, on parle bien du régime de droit commun, soit donc 600 heures de SMIC. Et en cas d'année incomplète, vous avez la possibilité de racheter des trimestres auprès de la CARSAT. Pour les micro-entrepreneurs, c'est différent, puisque là, pareil, on va se baser sur le chiffre d'affaires. Je vais prendre l'exemple d'une personne un indépendant qui fait de la prestation de service BIC. Il doit avoir un chiffre d'affaires de 12 030 € pour valider 4 trimestres. Cependant, pour calculer sa retraite, on ne se base pas sur les 12 030 €. On va appliquer un abattement sur ces 12 030 €, un abattement en fonction de son activité, donc il fait de la prestation de service, donc l'abattement il est de 50%. Donc on va prendre que la moitié de 12 030 € qu'on va considérer comme revenu pour calculer sa retraite. Donc on prend le chiffre d'affaires pour valider les trimestres, mais par contre on prend la moitié de ce chiffre d'affaires si vous faites de la prestation de service et pour calculer la retraite. Donc, vous voyez la différence aussi pour la retraite entre micro-entrepreneurs et le régime de droit commun, elle est quand même assez palpable puisque dans la slide précédente, on est sur un revenu de 6 000, on parle pas bien de revenu de 6 090 €. C'est ce que vous déclarez suite au bilan comptable. Et ce revenu permet de valider 4 trimestres. Là, pour un micro-entrepreneur, on ne prend pas en compte le chiffre d'affaires pour calculer la retraite. On prend la moitié de ce chiffre d'affaires si vous êtes en prestation de service. Si vous êtes en vente de marchandises, on ne va pas prendre 20 740 €, on va appliquer un abattement de 71%. Donc, on prend que les 30% restantes pour calculer votre retraite. Donc, il faut vraiment étudier, et j'insiste là-dessus, en fonction de votre activité, étudier le statut qui va vous correspondre le plus. Et donc, une information très générale sur le chômage, puisque là, c'est pareil, c'est une nouveauté depuis 2019. Les travailleurs indépendants peuvent désormais prétendre en cas de cessation
involontaire de l'activité, j'insiste sur involontaire, puisque c'est une des conditions pour bénéficier de l'allocation chômage. Et cette cessation involontaire, elle va se situer plutôt dans une liquidation. Il faudrait que liquidation judiciaire. Il faut que l'entreprise fasse l'objet d'une liquidation ou d'un redressement judiciaire à compter du 1er novembre 2019 pour pouvoir générer ses droits chômage. Donc, il est important de rappeler que vous ne cotisez pas pour le chômage. Néanmoins, vous pourrez bénéficier de ce risque, de cette prestation, si vous remplissez cette condition donc de liquidation ou redressement judiciaire à compter du 1er novembre 2019. Et je vous renvoie bien évidemment vers Pôle emploi qui va vous donner plus de détails sur cette législation. Alors l'objectif, c'est pas de vous mettre en difficulté. Ce qu'on vous souhaite aujourd'hui, c'est effectivement de commencer votre activité d'une manière plus pérenne. Mais sachez-le, c'est une avancée pour les travailleurs indépendants. Ils peuvent bénéficier dorénavant de l'allocation chômage. Oui, cette allocation est très minime. Oui, parce que la condition, elle est quand même assez restrictive. Hein, donc, au niveau de la date et au niveau justement de la condition liquidation et redressement judiciaire. Donc, je pense on arrive à la fin de notre présentation. Donc, je vais vous communiquer donc les contacts, donc les principaux contacts dans votre activité. Alors, ça sera la caisse primaire. Vous avez certainement le numéro de téléphone et puis les coordonnées. Vous avez surtout votre compte Amélie, donc vous conservez le même. Hein. Peut-être juste mettre à jour votre carte vitale une fois que votre activité est créée. Vous avez aussi la CARSAT, c'est votre organisme, c'est votre interlocuteur pour la retraite si vous êtes artisan et commerçant, pardon. Donc, leurs coordonnées, c'est 3960 ou l'assurance-retraite.fr. Et vous avez donc l'URSSAF, 36,98 donc pour vos cotisations si vous êtes artisan ou commerçant, et 39,57, c'est pas stipulé dans le document, mais je vous communique tout de même parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en profession libérale. Donc c'est 39,57, ça c'est le numéro pour les professions libérales. Vous avez aussi deux sites. Vous avez Sécu indépendant, donc www.sécu-indépendant.fr. Donc ça c'est le site internet pour les artisans et commerçants. C'est là où vous allez payer vos cotisations si vous êtes au régime de droit commun. C'est là où vous allez pouvoir télécharger les attestations. Les auto-entrepreneurs, donc c'est bien le site que Marina a indiqué donc dans le chat. Et donc ursaf.fr pour les professions libérales. Donc voilà, nous avons terminé notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Zineb.